BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour un débat enflammé autour de David Ricardo. Et puis vous retrouverez ensuite nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier, notre bibliothécaire Alexandra Paget, qui nous rappellera un grand événement historique en Allemagne. Et puis, n'oubliez pas, évidemment, nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. On est partout, de plus en plus. Si vous voulez le programme, si vous voulez la référence de tous les livres dont nous parlons dans l'émission, allez-y sur nos réseaux sociaux. On démarre tout de suite avec nos auteurs. On remonte le fil de l'histoire économique et politique de la France aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Quelles ont été les grandes périodes de prospérité et de déclin de notre pays? Comment se sont forgées au fil des siècles les valeurs économiques et sociales qui font la France d'aujourd'hui? Pourquoi la France est-elle à la fois si semblable et si différente de ses voisins? Pourquoi cette passion pour l'égalité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs? Réponse avec nos deux invités. Jacques Mistral, bonjour. Bonjour. Jacques, alors j'ai tout mis sur votre CV, vous allez voir, il y en a peut-être trop. Vous êtes économiste, vous avez enseigné à Sciences Po, à Polytechnique, vous avez été le conseiller économique de Michel Rocard à Matignon, puis de Laurent Fabius, ensuite au ministère de l'économie. Vous avez été le conseiller financier à l'ambassade de France à Washington. Vous avez dirigé les études économiques de l'IFRI et vous publiez Économie et politique en France de la Gaule romaine à 1789 aux éditions NRF Gallimard. Il y aura bien entendu une suite, Jacques Mistral. Un tome 2. Prévu pour quand? D'ici le temps que je l'écrive. Ah ouais, donc c'est pas tout de suite. Ah, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Erwan Lenant, bonjour. Bonjour. Erwan, vous êtes consultant, vous êtes essayiste, vous êtes membre de la Fondapol et vous publiez L'obsession égalitaire. Comment la lutte pour les inégalités produit l'injustice? C'est aux éditions de la Cité. Alors on va remonter le fil de l'histoire. Donc Jacques Mistral, on commence avec vous. Vous commencez votre livre sur un paradoxe qui est celui qui vous surprend. Vous dites finalement, quand on regarde l'Europe, d'un côté, on a 2000 ans de convergence entre des peuples disparates. Et c'est vrai que finalement, cette convergence vers un modèle d'état de droit démocratique qui respecte la vie privée, les libertés publiques, capitalisme, est quand même assez époustouflant. Et puis de l'autre, vous dites, mais comment se fait-il en même temps qu'il reste autant de différences entre les 27 pays qui font aujourd'hui l'Europe, parce que ils ont tous des différences, c'est 27 démocraties différentes, 27 politiques sociales différentes, 27 rapports entre la religion et les autorités différents. Bref, voilà, on a ce paradoxe européen aujourd'hui. Oui, c'est un excellent résumé. L'objectif que je poursuis est double. Il consiste effectivement à tâcher de résoudre cette énigme, qui n'est pas une énigme proprement française, même s'il arrive qu'on mette en cause les Gaulois et leur très bien connus pour expliquer certaines particularités de la France aujourd'hui. Mais en vérité, les Anglais aussi se sentent très exceptionnels, les Allemands également, sans parler des Chinois ou des Japonais, probablement dans leur façon d'évoluer au XXe et au XXIe siècle. Donc il y a une énigme, n'est-ce pas? Tâcher de remonter assez loin dans les profondeurs des chocs économiques et des aléas politiques qui se sont succédés, des mouvements intellectuels, des mouvements idéologiques et politiques, pour comprendre comment nous sommes français aujourd'hui. Alors, effectivement, on comprend bien que chaque pays, à un moment, s'est retrouvé devant une bifurcation et que tout le monde a choisi des chemins différents. Il se retrouve souvent devant des bifurcations. Oui, mais ce que vous dites, que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'en fait, le cours de l'histoire se forge davantage avec les portes qui se referment, plutôt qu'avec les portes qu'on ouvre.
C'est une bonne façon de résumer. Elle n'est pas de moi, je la réutiliserai. Mais effectivement, je suis persuadé que dans beaucoup de situations... Elle est dans votre livre, Jacques Mistral. Pas aussi bien formulée, bon Emmanuel. Non, non. C'est mon boulot. Il faut bien que je serve à quelque chose. Voilà. Mais prenez par exemple, il y a quand même des portes qui s'ouvrent ou qui s'entrouvent. Ouais. Regardez, je passe beaucoup de temps à expliquer l'expérience financière et politique de John Law au début du XVIIIe siècle pour expliquer qu'en fait, John Law a donné un sursis de 60 ans à la monarchie absolue et que ça a donc été une porte qui aurait dû se fermer, celle après Louis XIV, et elle est restée entrouverte. Alors, je voudrais que vous répondiez à une question, Jacques Mistral, parce que vous avez été proche d'un homme politique français que les Français ont adoré, qui était Michel Rocard. Et on sait qu'il y avait une opposition fondamentale entre Michel Rocard et François Mitterrand, qui était un peu son ennemi en politique. On avait l'impression que Michel Rocard disait ce sont les forces économiques qui sont plus puissantes que les forces politiques, et que François Mitterrand disait le contraire, que c'était l'économie, c'était la politique qui était plus puissante que l'économie. Votre livre s'appelle Économie et politique. Au fil de l'histoire, qui avait raison finalement? Alors là, je ne suis pas, et je pense que le résumé n'est pas bon, parce qu'à propos de Mitterrand, de dire qu'il était... il s'intéressait, il considérait que c'était la politique, et ce qu'il a appelé à la fin de sa vie les forces vives de l'esprit, qui commandaient la providence d'une certaine manière, la nécessité. Et l'économie, effectivement, on l'a vu avec ses mouvements de balancier, ne comptait pour rien. En revanche, le résumé que vous avez donné de Michel Rocard en disant que l'économie comptait plus pour lui, ça c'est faux. Michel Rocard était aussi profondément socialiste, mais il faisait partie de cette histoire du socialisme français qui n'était pas gazdiste, comme on le dit, c'est-à-dire pas centralisatrice, réglementariste, doctrinaire, etc. Et donc il y avait chez lui toujours le sentiment que une politique bien réussie, c'était une politique qui se donnait les moyens économiques de réussir. Alors, Jacques Mistral, vous avez dit très justement au début qu'on fait beaucoup référence aux Gaulois dans notre histoire. Puisque votre livre s'arrête à 1789, qu'est-ce qui, à la veille de la Révolution, rend la France si différente de ses voisins? Ou pour poser la question autrement, à quoi la France doit-elle finalement ses spécificités? Qui ont été les plus marquants dans cet esprit français? Écoutez, après pas mal de travail, j'ai réussi à dégager 2 idées assez simples à ce propos. Ouais. Parce que on peut se représenter la situation de la France en fait comme étant décalée par rapport à celle de l'Angleterre et du succès du parlementarisme et du capitalisme, mais décalée aussi par rapport à celle de l'Espagne des Bourbons qui va s'enfoncer dans l'obscurantisme clérical jusqu'à Franco. Donc c'est une voie moyenne et la spécificité française provient de 2 facteurs. L'un, c'est la noblesse en France qui, contrairement à la noblesse anglaise, a systématiquement refusé jusqu'en 1830, jusqu'en 1848, de s'allier avec la bourgeoisie. Il n'y a jamais eu cette alliance des élites dirigeantes pour mixer l'économie et le politique. Et le second facteur, c'est le fait que, contrairement à l'Espagne, l'Église romaine a été extrêmement puissante, que Louis XIV en a persécuté les protestants, mais que les idées de la réforme ont été reprises au XVIIIe siècle sous une forme plus laïque, on va dire. Mais il y a tout un courant de pensée qui a été extrêmement influent, de la réforme aux philosophes du XVIIIe siècle. Et donc c'est la conjugaison de ces 2 facteurs, un socio-politique, un, disons, dans l'ordre des mentalités, qui explique notre position intermédiaire. Alors j'ai découvert dans votre livre, Jacques Mistral, ce que j'ignorais totalement, c'est que au début de chaque millénaire, il y a eu une formidable période de prospérité. C'est comme ça que vous décrivez, par exemple, l'époque de la Gaule romaine, entre moins 50 et 250, où vous dites c'était une période de prospérité formidable. Et puis vous dites, après l'an 1000 aussi, il y a 3 siècles bénis d'évolution. Bénis peut-être pas, mais de croissance. Oui, voilà, on va pas s'emballer. Mais où quand même le monde la France a considérablement évolué. Alors, pourquoi? Comment? Enfin, qu'est-ce qui explique à la fois ces périodes de prospérité et qu'est-ce qui a mis fin à ces périodes? Alors, il y a 2 choses là aussi. Il y a d'une part une bonne concordance entre la dynamique économique potentielle et la dynamique politique qui encadre l'économie, évidemment. Donc, en Gaule romaine, ça a été le fait que sur le plan économique, la Gaule a pu s'inscrire dans le vaste ensemble du monde romain.
et donc profiter de tous les atouts Une forme de construction européenne avant l'heure. De mondialisation, Emmanuel. C'était plus, ça allait au-delà ça allait jusqu'en Syrie. On retrouve les poteries de la Grove-Zinc, on les retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Donc c'est absolument... et l'origine économique, c'est la productivité agricole. Alors les calculs d'économistes sont drôles, mais je dis, supposez une villa romaine qui produit 1 tonne de blé, 1,5% de gain de productivité par an, puisqu'on est sur BFM Business. Vous cumulez 0,5% de gain de productivité par an, c'est-à-dire 5 kilos sur 1 tonne, il suffit de balayer un peu mieux. Eh bien, au bout de 3 siècles, ça fait 4 tonnes de blé. La production a quadruplé. Donc l'économie, en lien avec le monde romain, la politique de l'Empire romain. Et pour l'essor médiéval, c'est tout le contraire. C'est à ce moment-là le fait que dans le grand effondrement de l'Empire carolingien, il ne reste plus rien après Charlemagne. Il n'y a plus aucune organisation, plus d'économie, plus de pouvoir, plus de justice. Et ce qui renaît, c'est le seigneur, c'est la seigneurie. Et là, de nouveau, on se trouve, comme à l'époque des villas, d'une certaine manière, avec des puissants, les seigneurs, qui ont le pouvoir politique, parce qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de monarchie, et le pouvoir économique, celui d'exploiter les paysans. Et c'est la conjonction de ces deux qui fait naître une espèce d'économie décentralisée, pré-capitaliste évidemment, qui n'a rien à voir avec le capitalisme, mais dans laquelle il y a une motivation et une possibilité de faire prospérer l'agriculture. Parce qu'il y a eu aussi on le voit. Il y a eu aussi d'autres périodes où la France était grande sur le plan politique, militaire, mais où, sur le plan économique, c'était la Bérésina. Ah ben là, c'est Louis XIV. C'est Louis XIV, et c'est la grande différence entre le colbertisme, le mercantilisme colbertiste, et le mercantilisme anglais, c'est que le mercantilisme français, celui de Louis XIV, celui de Colbert, a consisté à surexploiter la paysannerie, qui n'a pas eu les moyens de se moderniser. Et c'est pour ça qu'à la fin de Louis XIV, l'agriculture est ruinée, contrairement aux 2 épisodes que vous venez d'évoquer. Est-ce que la Révolution française est une convulsion, Jacques Mistral, ou est-ce qu'au contraire, elle a des racines profondes? Vous écrivez dans votre livre, en fait, elle aurait pu avoir lieu en 1719, la Révolution française. Oui. Oui, parce que le cheminement normal de la monarchie au XVIIe siècle, donc après Henri IV, Louis XIII, le cheminement logique était celui d'un renforcement du pouvoir central. Parce que après les guerres de religion, tous les peuples européens souhaitaient avoir la paix religieuse. Et donc c'était après l'époque féodale qu'on a évoquée, c'était l'époque de la monarchie absolue. Mais cette monarchie absolue, elle peut évoluer de 2 manières différentes. Il y en a une qui a été celle de la Révolution anglaise, des 2 révolutions anglaises, 1648-1688, qui se conclut par le compromis entre l'aristocratie, le roi, le parlement bourgeois. Et puis, en France, l'absolutisme poussé à son extrême par Louis XIV, et qui trouve dans John Law, que je mentionnais tout à l'heure, une espèce d'exutoire de planche de survie. Jacques Mistral, pour faire la transition avec le livre d'Erwan Lenahan, cette passion française pour l'égalité, est-ce qu'elle existe déjà avant la Révolution française, ou est-ce que c'est vraiment un marqueur qui date après la Révolution ? Je pense que l'essentiel, si je peux répondre avec une proportion, l'essentiel est postérieur à la Révolution française. Mais beaucoup d'auteurs défendent, non sans raison, l'idée que le Moyen-Âge était une période dans laquelle les pratiques collectives étaient extrêmement répandues, les révoltes contre les prélèvements excessifs des puissants étaient extrêmement violentes. Donc il y a une souche profonde, comme je pense dans tous les peuples européens, pour le coup, et qui n'est pas spécifiquement française. Donc ce terreau assez répandu en Europe a ensuite connu avec les philosophes, effectivement, et la Révolution française, un terrain particulièrement propice. Alors, Erwan Lenahan, vous soulignez dès le début de votre livre ce paradoxe français, une obsession qu'on ne retrouve nulle part ailleurs pour la lutte contre les inégalités, dans un pays qui est pourtant l'un des moins inégalitaires. Absolument. Alors, l'obsession pour l'égalité, elle n'est pas... La passion de l'égalité, elle n'est pas proprement française. La proportion avec laquelle elle est poussée, elle a, je crois, quelque chose de spécifiquement français. Et effectivement, ce qui me semble c'est le constat de départ du livre, ce qui est particulièrement paradoxal en France, c'est que, comme vous le dites, et ce que montrent les statistiques de manière objective et relativement incontestable, c'est que
non seulement les inégalités ont considérablement baissé dans le monde et dans l'histoire depuis 2 siècles, à peu près depuis l'époque du libéralisme économique né, je le fais très schématique et sous le contrôle de quelqu'un qui s'y connaît bien mieux en histoire économique, mais depuis la Révolution et les révolutions démocratiques, non seulement elles ont baissé, et en plus en France on est aujourd'hui à un niveau d'inégalité qui est bas, historiquement, et qui est bas aussi par rapport aux pays voisins. Les différents indices montrent en termes de revenus, entre les plus défavorisés et les plus favorisés, on a un niveau d'inégalité qui est plus faible, voire beaucoup plus faible que dans les autres pays développés. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus faibles qu'ailleurs qu'elles sont plus insupportables? C'est un paradoxe que vous mettez en avant. Je pense qu'elles sont plus insupportables parce que ce qui est lié à cette faible, en fait, ce qui explique cette faiblesse des inégalités en France, c'est qu'on a une société qui, pour le dire très rapidement, est figée. Pour pouvoir atteindre un niveau d'inégalité relativement faible, on a développé des politiques qui ont pour objectif de caper les citoyens entre 2 bornes, pour le dire très rapidement, pas trop éloignées l'une de l'autre. C'est pour réaliser ça a pour effet défavorable d'empêcher la mobilité, de décourager la mobilité sociale. Et donc on a un pays qui est plus égalitaire que d'autres, mais ce que j'essaye de montrer, beaucoup plus injuste, parce qu'il y a moins de mobilité sociale. Mais est-ce que c'est plus un amour de l'égalité ou une détestation des riches? Ou est-ce que c'est les deux en même temps? Je pense que c'est les deux en même temps. Alors, je ne sais pas s'il y a... En fait, si c'est une détestation des riches, il y a une part de jalousie. Et ce que j'explique, il y a une part de jalousie qui peut probablement s'expliquer historiquement. Mais il y a aussi le fait que dans une société qui est figée, les gens ont le sentiment qu'il n'y a plus de dynamique de croissance globale. Donc, pour reprendre une image que je développe dans le livre et qui est assez connue, c'est celle du gâteau. Si le gâteau a une taille fixe, celui qui prend une part plus grande le fait nécessairement au détriment des autres. Et je crois qu'on est dans une société française, aujourd'hui, on dit que si quelqu'un s'enrichit, il le fait nécessairement au détriment des autres. Ouais, et vous avez une phrase, vous dites l'idéologie égalitaire aboutit à une guerre des miettes. Absolument. C'est-à-dire qu'elle promet plus d'égalité, mais en fait, elle produit toujours plus d'injustice parce qu'elle empêche justement ce gâteau de grossir. Elle empêche le gâteau de grossir et elle se place dans une logique où la dynamique est celle de redistribuer les parts du gâteau. Et donc, quand en plus on est dans une phase où l'État arrive à un moment où il a en plus plus les moyens de redistribuer beaucoup, on se bat pour les miettes. Et donc, les politiques qui découlent, je crois, de cette vision très malthusienne de l'économie, c'est soit on limite le nombre de gens qui peuvent venir manger une part du gâteau, donc on a fait les pré-retraites à une époque, on limite l'immigration de travail, soit on fait des parts plus petites pour tout le monde. C'est ça, en fait, vous dites, en voulant limiter le nombre de riches, la politique de lutte contre les inégalités a ce côté statique. Alors vous dites effectivement, il vaut mieux en France que Paul touche 25 et Louise 30, plutôt que Paul 35 et Louise 90. Mais à nouveau c'est une image, mais c'est effectivement la logique même de lutte contre les inégalités. Là, ce que j'essaye de dire, c'est que ce qu'il nous faut, c'est pas lutter contre les inégalités. Les inégalités, c'est un constat statistique. Et il peut y avoir des inégalités qui sont justifiées, d'autres qui ne le sont pas, et qui sont souvent des discriminations, ce qui est un peu différent. Mais quand on s'obsède pour les inégalités, on cherche plus à réduire l'écart, faire en sorte que les gens soient globalement plus riches, enfin qu'il y en ait très... Et ce que je dis, il vaut mieux avoir des gens très très riches, et que l'ensemble soit plus riche, que d'avoir des gens qui sont relativement proches les uns des autres, mais globalement moins riches. Ce qui compte, Erwan Le Nord, c'est surtout qu'il y ait de moins en moins de pauvres. Ce qui est de moins en moins de pauvres, et ça n'est pas en ayant moins de riches qu'on aura moins de pauvres. Ouais. Ouais, ça, effectivement. Vous faites aussi une espèce d'analyse du projet marxiste et vous dites que c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en gros, cette politique, finalement, cet objectif marxiste de l'égalité, et ce que vous appelez l'égalité des places, finalement, c'est une promesse qui est une offre politique toujours vivace dans beaucoup de pays, alors que, historiquement, ça n'a jamais été couronné de succès. Alors, l'égalité des places, l'expression n'est pas de moi. Hein, un certain nombre de doctrinaires de la gauche des années récentes, dans une tendance marxisante, qui est de dire que puisqu'on ne peut plus assurer l'égalité des chances, il faut assurer l'égalité des places. Et donc, c'est bien cette idée de dire qu'il faut que les gens soient tenus entre ces bornes. Pourquoi et effectivement, ce que j'essaye de rappeler, c'est qu'à chaque fois que ces politiques ont été conduites à leur extrême ou même suivies, on obtient plus de pauvres
et moins de mobilité sociale, plutôt que ce qui me semble pas être l'objectif recherché. Comment est-ce qu'on l'explique ? Ce que j'essaye de dire, c'est que l'économie libérale et la société démocratique, elle est fondée sur la mobilité. Et donc ça ouvre des possibilités extraordinaires. Mais ça conduit aussi à faire peser sur les individus une responsabilité, je crois, beaucoup plus grande que dans les sociétés pré-démocratiques, où en gros votre sort était lié à la caste où vous naissiez, à l'ordre social où vous naissiez, aux décisions divines, enfin des éléments qui ne dépendaient pas de vous. Dans la société démocratique, il y a implicitement l'idée que si vous réussissez, c'est grâce à vous, et si vous échouez, éventuellement, c'est aussi en partie grâce à vous. C'est moralement beaucoup plus difficile à assumer, je crois. Du coup, il y a une demande de sécurité dans les sociétés démocratiques, et les programmes conservateurs comme marxisants ont comme réponse de dire si vous mettez nos politiques en œuvre, eh bien on va être dans une phase de stabilité, une société harmonieuse, et c'est très séduisant intellectuellement. Ce que j'essaye de rappeler, c'est que en fait, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas compatible avec une dynamique méritocratique et démocratique. Une société démocratique et libérale, c'est une société qui est profondément incertaine. Ça a des mauvais côtés, ou des conséquences négatives, mais ça a aussi des côtés extraordinaires en termes de richesse, d'opportunités et de créativité. Le résultat, Erwan Lenormand, c'est qu'il y a quand même beaucoup de confusion aujourd'hui dans les esprits entre, d'un côté, inégalité et discrimination, entre égalité et équité. Les nuances sont assez subtiles et malheureusement, elles ne sont pas souvent faites. Alors, elles ne sont pas souvent faites. J'essaye de le faire un peu dans le livre, mais je suis assez modeste sur les conséquences, sur l'effet qu'il aura sur les mentalités. Effectivement, je pense qu'on confond dans le discours général inégalité et injustice. On confond égalité et uniformité. On confond égalité de droit et égalité de fait. Et c'est des confusions qui ont été entretenues par tout un discours politique sur les dernières décennies, quels que soient les camps politiques, je crois, parce qu'il y a aussi une forme de simplicité à promettre la dépense publique pour assurer l'égalité, plutôt qu'à dire on va s'engager dans des politiques de mobilité qui supposent, pour être mises en œuvre, des réformes structurelles. Mais d'ailleurs, justement, est-ce que c'est pas ça la clé, la mobilité, plutôt que l'écart absolu, enfin le niveau d'inégalité ? En fait, s'il y a cette mobilité, mais ce qu'il n'y a plus, ou de moins en moins, est-ce qu'il y a encore un sujet ? Non, alors moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est que je suis de conviction libérale, donc très attaché aux questions sociales. Il me semble, certains diraient pourtant, mais moi c'est donc attaché aux questions sociales. Pour moi, le libéralisme, la société libérale, est ce qui doit permettre à chacun de s'accomplir et de réussir sa vie, pour le dire très rapidement. Et donc, elle suppose une forme de mobilité. Et donc, dès lors qu'on s'inscrit dans cette dynamique, les inégalités, ça n'est plus qu'un constat statistique. En fait, les inégalités ne deviennent insupportables que quand il n'y a plus de possibilité de mobilité. Exactement, parce qu'alors elles sont perçues comme des injustices, elles sont perçues comme immuables, parce que souvent elles sont, et les gens qui sont en bas de l'échelle sont convaincus qu'ils n'ont aucune chance d'avoir une forme de mobilité sociale ascendante. Alors, Jacques Mistral, vous qui avez penser la politique économique de la France au moment notamment où on a créé le RMI. Le RMI, qui était quand même une des plus grandes inventions sociales CSG, des 50 dernières années, la CSG. Et puis, vous avez été aussi... des retraites. Oui, alors vous avez dit déjà qu'il y avait de quoi faire tomber des gouvernements pendant 30 ans. Non, mais c'est surtout que vous avez été aussi un très fin observateur de la société américaine quand vous étiez à Washington. Et donc, comment cette question des inégalités, j'ai envie de vous dire, pour nous spolier un peu le tome 2 de votre économie et politique en France, comment cette question des inégalités, vous la voyez aujourd'hui? Est-ce que vous considérez que, après qu'on ait longtemps dit que les inégalités c'était un moteur de la société, est-ce que oui, on a atteint des niveaux d'inégalité qui deviennent préjudiciables à la cohésion de la société ou pas? Pour le constat et pour la France, je suis d'accord avec ce que vient de dire Erwan Lenormand, c'est-à-dire que nous sommes une société
dans laquelle et Hervé Lebras l'a très bien décrit dans un de ses derniers ouvrages, en mettant toutes les données sur la table. Nous sommes l'un des pays de l'OCDE les plus redistributifs, dans lequel les résultats de la redistribution sont les plus convaincants, et l'un de ceux dans lesquels la confiance dans le système redistributif est la plus faible. Ouais. Donc cherchez l'erreur. Ouais. Alors j'ai pris conscience de ça aux États-Unis, effectivement, pendant mon long séjour là-bas. Et ce qui est très frappant, c'est qu'aux États-Unis, à un moment donné, j'ai vu simultanément une enquête dans laquelle il était expliqué que 10% des Américains pensaient être dans le 1% le plus riche et 25% étaient convaincus qu'ils le seraient une fois dans leur vie. Ouais. Voilà. En France, au même moment, il y avait une espèce de pessimisme sur les SDF. Il y avait eu une enquête révélant que 35%, je crois, des Français craignaient de finir leur existence comme SDF. Ouais. C'est On n'a jamais fini d'explorer le mystère de cette obsession. Pour aller dans votre sens, c'est John Steinbeck, donc l'auteur américain, qui expliquait qu'aux États-Unis, de mémoire citation, est que aux États-Unis, toutes les personnes pauvres se considèrent ou sont considérées comme un milliardaire ou un millionnaire empêché. Et donc il y a cette idée que aux États-Unis, la mobilité est plus forte, même si statistiquement, ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a une question de mentalité qui sont très différentes entre les États-Unis et la France en particulier, et même l'Europe de manière générale un peu plus large. Merci, messieurs, à tous les deux pour ces thèmes qu'on n'a pas fini d'explorer et que nous continuerons à explorer. Je rappelle vos deux livres, Économie et politique en France, une vaste fresque de Jacques Mistral, de la Gaule romaine à 1789. Il viendra évidemment quand le deuxième tome de 1789 jusqu'à nos jours. Jusqu'à l'euro. Jusqu'à l'euro sortira. C'est aux éditions Gallimard, la NRF. Et puis Erwan Lenormand, L'obsession égalitaire. Comment la lutte contre les inégalités produit l'injustice. C'est aux éditions La Cité. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho.